Bonjour, je m'appelle Olivier Perrat, je suis directeur général du groupe AFNOR et je souhaite apporter une modeste contribution dans le cadre de ce 10e dialogue inclusion et responsabilité sociétale des entreprises, même plutôt des organisations, puisque je pense qu'en tant qu'AFNOR, nous avons une petite contribution modeste mais bien réelle à apporter. Peut-être d'abord un tout petit retour sur image. Littéralement, AFNOR a été créé en 1926, donc nous acheminons gentiment vers le siècle. Et historiquement, c'est autour de normes à caractère très technique, autour des boulons, autour d'un certain nombre de nuances d'acier, qui ont été, je dirais, les premiers jalons de la normalisation volontaire. Et puis autour de cette activité de normalisation qui au départ était franco-française, puis elle est devenue rapidement internationale, avant également aussi de devenir européenne, eh bien nous avons en tant qu'AFNOR un certain nombre de contreparties, d'homologues, de contacts à travers le monde. Nous avons le DIN en Allemagne, nous avons l'ANSI au niveau des États-Unis, le GISC au niveau du Japon, le SAC au niveau de la Chine, enfin en tout cas plus de 160 pays maintenant sont membres des organisations internationales de normalisation, dont l'ISO, qui est l'organisation la plus connue et la plus reconnue au plan international. Il y en a d'autres et qu'elle m'excuse de ne pas les citer. Cette activité de normalisation s'est accompagnée aussi au niveau AFNOR d'activités de diffusion de contenu, puisqu'une norme qui a été bien conçue, eh bien, il faut qu'elle soit aussi également partagée. Et pour cela, eh bien, nous avons différentes solutions. Au départ, on était sur des solutions papier, puis rapidement, bien sûr, l'électronique, et maintenant des diffusions de solutions en ligne planétaires qui se sont imposées progressivement. Plus des activités de formation, plus des activités également aussi de certification, dans la mesure où très souvent une entreprise, une organisation souhaite faire reconnaître que les produits, que son offre, que son organisation sont conformes à des normes internationales. Donc tout le monde ou presque connaît la norme ISO 9001 et donc ce sont des organisations internationales qui ont construit patiemment au bout de quelques années ces normes qui maintenant sont connues mondialement. Donc voilà pour l'activité du groupe AFNOR, voilà pour les métiers du groupe AFNOR. Et par rapport à ce qui nous réunit aujourd'hui, à savoir les dialogues inclusion et RSE, alors je parlerai plutôt de RSO, puisqu'il n'y a pas que les entreprises, il y a aussi tout ce qui est organisation, une collectivité locale, une association sans but lucratif, dans le cadre de l'économie sociale et solidaire, sont des acteurs qui ont des impératifs en matière de responsabilité sociétale. Et donc là, on est vraiment à un point de rencontre tout à fait fécond entre la responsabilité sociétale et la normalisation volontaire. Alors, normalisation volontaire, on n'est pas dans la réglementation, on est dans des pratiques qui sont volontaires et qui sont utilisées par des entreprises, par des organisations qui y trouvent un avantage et qui le souhaitent. Et je pense que là-dessus, c'est un élément tout à fait important, cette norme volontaire, en fonction de son périmètre, elle est conçue par des acteurs soit au sein d'une nation, d'un pays, soit au sein d'une région du monde, ça peut être l'Europe, soit éventuellement au niveau international, et là c'est toute la planète qui coopère pour aller dans la direction de l'émergence donc d'un savoir-faire commun, parce qu'une norme volontaire, c'est d'abord l'alimentation par l'expérience, par les retours d'expérience des différents membres qui sont présents autour de la table, en l'occurrence les membres de l'ISO. Également aussi un retour sur les usages, parce que la norme volontaire, et je crois que c'est un point très important, qu'elle soit française, européenne ou internationale, cherche à essayer de prendre en compte une variété de situations. Et ceci en fait pour plusieurs raisons. Je pense que par rapport au dialogue qui nous réunissent aujourd'hui sur l'inclusion, le fait que personne ne se sente laissé sur le bord de la route, ce qui est très important, c'est qu'au niveau de la normalisation, on essaie de prendre en compte toutes les situations. Par exemple, sur la question du handicap, nous avons été depuis plusieurs décennies amenés à travailler sur la notion de conception universelle. Design for all en anglais, à savoir on ne cherche pas à avoir des produits ou des offres qui sont adaptés pour des situations, mais on essaie d'avoir un produit adapté à plusieurs situations. C'est ainsi que par exemple sur les distributeurs bancaires, vous avez pu repérer, ou non, parce que c'est très discret,
voir comment des petites prises de jack étaient progressivement implantées au niveau des distributeurs de billets. Pourquoi? Pour que des personnes non-voyantes soient en mesure simplement de brancher un petit écouteur et de dialoguer non plus par l'écran, puisqu'elles ont des difficultés à le voir et à le lire, mais par l'oreille. Et à ce moment-là, tout ce qui est entrée et saisie de code, saisie de dialogue pour demander un certain nombre de renseignements, tout se passe discrètement et en respectant bien sûr les attentes de l'utilisateur. Donc la norme volontaire essaye de prendre en compte l'ensemble des situations qui peuvent être des situations parfois avec une sorte de handicap, qui peut être un handicap temporaire ou permanent, parce qu'on a un problème suite à un accident, ou parce que l'âge fait que, ou bien parce qu'on a un handicap qui est apparu plus tôt dans la vie. Et à ce moment-là, la norme volontaire essaye de prendre en compte l'ensemble de ces situations, de ces parcours de vie, et plutôt que d'avoir 3 ou 4 catégories de produits ou d'offres, on essaie d'avoir un produit avec une économie d'échelle, avec un développement, et qui soit compatible pour les différentes personnes. Si, suite à un accident, momentanément, je ne vois plus très bien ou plus très nettement, mon écouteur me sera utile par rapport à mon distributeur de billets. Une personne non-voyante de naissance, aura les mêmes bénéfices par rapport à un distributeur équipé de cette manière-là. Et si, par chance, à la fin de mon accident, je suis en mesure de revoir correctement les choses, je peux me servir de mon distributeur de billets sans souci. C'est cela la conception universelle, fondée sur les différents usages, sur le fait que tout le monde est invité à participer à la table de la normalisation, à exprimer ses attentes, ses besoins, directement ou indirectement. Ça peut être par des associations qui représentent des catégories de situations. Ça peut être des personnes qui sont en situation de handicap ou qui sont en situation d'aidant de personnes en situation de handicap, ou ça peut être des collectivités locales. On se rend compte qu'il y a en fait beaucoup de bonne volonté autour de la table. Je me souviens avoir travaillé il y a une dizaine d'années sur les questions de signalisation par rapport à des personnes qui ont des problèmes qui sont plus ou moins bien voyantes, et tout le monde veut bien travailler. Simplement, quand on est sur des transports en commun, quand on est sur des collectivités, chacun a un peu de mal à se parler. Et c'est là l'intérêt de la normalisation volontaire, c'est que on peut se retrouver autour de ça. Alors l'ISO 26000, justement, sur laquelle je souhaiterais venir, est un élément qui me semble tout à fait important, parce que cette ISO 26000 a été faite au plan international. Premier point. Nous accompagnons depuis 10 ans les organisations sur le terrain en France, plus de 800 TPE ou PME qui se sont appropriés cette norme internationale dans différentes filières, dans différents territoires. C'est une norme internationale qui est très simple, avec des principes généraux de redevabilité, on rend des comptes, des principes de transparence, de comportement éthique, de respect des parties prenantes. Ça paraît évident, mais c'est intéressant que la norme volontaire le recommande. De respect de la loi, ça paraît évident aussi. Enfin, des lois dans lesquelles une entreprise ou une organisation évolue, le respect également aussi des pratiques internationales qui peuvent découler des recommandations de l'ONU ou d'autres organisations de ce type-là, respect bien sûr des droits de la personne. Et donc cette norme offre des bonnes pratiques après à chacun, sur une base volontaire, en fonction de sa taille, en fonction de son secteur, de se l'approprier et pour s'intégrer en fait aux objectifs de développement durable qui ont été validés par les Nations Unies. La France, on peut le dire, a été proactive sur cette thématique, et donc la responsabilité sociétale des organisations n'est pas l'apanage d'une élite du CAC 40 ou du SBF 120, c'est vraiment accessible à toute organisation, quelle que soit sa raison d'être, quelle que soit sa mission. Et puis on voit que par rapport à des sujets très importants comme celui de la taxonomie des investissements, puisque l'Europe est en train d'y travailler, la Commission européenne, à nouveau les normes volontaires peuvent équiper ce type de démarche. Et donc toute entreprise, toute organisation qui aura commencé à s'approprier l'ISO 26000, sera en mesure, je dirais, de recycler à son profit l'investissement qui aura été ainsi fait. Également, la normalisation parle de parties prenantes depuis des décennies, et donc le fait que ça arrive dans d'autres sphères nous fait plaisir, bien évidemment, mais c'est quelque chose qui n'est pas du tout nouveau pour nous. Et puis nous avons été amenés aussi, c'est un peu important, à décliner cette norme ISO 26000, par exemple dans le secteur de l'agroalimentaire, puisqu'il y a des préoccupations qui peuvent être particulières, les 7 principes que j'évoquais tout à l'heure,
et 7 piliers peuvent se décliner avec un effort plus particulier dans tel ou tel domaine, dans tel ou tel secteur. Et donc, eh bien, nos activités de certification, bien sûr, ont été en contact au plan national avec la plateforme RSE qui a été mise en place. Alors, ce qui est un petit peu dommage, et là, c'est le côté jardin à la française, c'est que quand une norme internationale aussi pertinente, franchement, que l'ISO 26000 a été développée, je trouve que c'est toujours un petit peu dommage que l'on voit fleurir des initiatives un petit peu, je dirais, un peu opportunistes, avec peut-être des débuts je dirais, de préoccupations qui ne me paraissent pas être tout à fait dans l'esprit de la responsabilité sociétale. C'est dommage. Alors que quand nous avons une langue internationale qui s'appelle ISO 26000 et qui sert, à mon avis, à merveille ces dialogues de l'inclusion et de la RSE, ce serait vraiment dommage de ne pas s'en servir, alors que précisément les entreprises sont attendues pas seulement au niveau national, mais au niveau européen et au niveau international. Donc être capable de s'articuler sur une référence aussi pertinente que l'ISO 26000, ce serait vraiment dommage de s'en priver. Voilà. Donc j'espère, et nous nous tenons bien sûr à disposition au niveau d'AFNOR de toutes les organisations qui souhaiteraient en savoir davantage par rapport à cette norme très pertinente et à laquelle j'invite tout le monde à se reporter. Je souhaite un excellent succès à ces 10e entretiens de l'inclusion et de la RSE.